Je vais poser une question, si vous me le permettez, qui va sortir du champ de la Covid. Et cette question, elle part du principe que le bâtiment est un secteur porteur de nombreuses innovations, qu'il s'agisse des modes de construction ou des matériaux utilisés. Et je prendrai pour exemple un projet que j'ai eu la chance de visiter dans l'agglomération angevine il y a quelques semaines, qui part du principe de deux principes d'innovation forts de mon point de vue. Ils peuvent utiliser les terres sorties au moment des fondations comme matériaux de construction. Et puis la maçonnerie est remplacée par de l'impression 3D au travers d'une synthèse additive réalisée à partir de robots. Je voulais savoir comment le CSTB se positionnait, quelle était sa stratégie sur la validation et la consolidation de ce genre d'innovation pour qu'elles deviennent des normes constructives qui deviennent l'état de l'art. Et on sait très bien que le respect de l'état de l'art dans le domaine du bâtiment ouvre notamment des possibilités d'assurance telles que la garantie décennale. Ces innovations, c'est aussi les déchets de demain. Et je voulais savoir quelle était la position du CSTB sur le sujet de l'économie circulaire et également de l'émergence de la REP bâtiment. Quel point fort vous voyez dans l'émergence de cette REP? Et pour terminer cette question de manière globale, vous avez bien indiqué tout à l'heure que le bâtiment, ce n'était pas un seul sujet, mais de nombreux sujets. Et je voulais savoir comment vous regardiez le BIM, le Building Information Modeling, qui peut être une approche transversale qui permet d'intégrer dans cette maquette numérique, dans ce passeport numérique du bâtiment, l'ensemble de ses composantes énergétiques, constructives, les plans, qui peuvent après évidemment déboucher sur des notions de sécurité et de santé. Je vous remercie. Sur la question des nouveaux matériaux, le CSTB a été créé à l'origine pour accompagner l'innovation et être l'évaluateur à l'échelle de la France des produits innovants. Cette démarche-là, cette démarche d'évaluation des produits innovants, elle existe dans quasiment tous les grands pays développés parce que pour qu'un produit puisse accéder au marché, vous le disiez, Monsieur Bollot, il doit disposer d'une manière ou d'une autre d'une attestation juridiquement non obligatoire permettant de rassurer l'ensemble des acteurs. En France, cette mission a été dévolue au CSTB. Et donc, depuis que le CSTB existe, plus de 70 ans, comme le rappelait le président Villani, ça fait partie de ces missions. Et nous sommes effectivement très mobilisés sur l'évaluation des produits innovants, notamment liés aux filières biosourcées ou aux filières naturelles. Nous avons travaillé effectivement sur l'utilisation de la terre crue ou de la terre cuite, qui est plus classique, mais aussi l'utilisation de produits comme le lin, le chanvre, la laine, pour être incorporés au sein des bâtiments, que ça soit en structure ou en isolation. Ceci étant, nous avons constaté ces dernières années que l'innovation est aussi et de plus en plus le fait d'acteurs qui n'ont pas une structuration de recherche et développement comme peuvent l'avoir des grands groupes industriels, voire des multinationales. Et donc, nous sommes en train de voir comment accompagner dès l'amont ces gens qui veulent innover pour les aider à passer de leur idée, de leur concept à un produit qui peut répondre véritablement aux attentes du marché et trouver sa place sur le marché. Bien évidemment, dans un strict respect des principes déontologiques, c'est-à-dire que les gens qui accompagneront un acteur ou un industriel ne seront en aucune manière concernés par la partie évaluation du produit lorsque le produit sera évalué. C'est aussi dans la même logique
que nous avons, j'avais eu l'occasion d'en parler lors de ma précédente audition, mis en place un incubateur d'entreprises au sein du CSTB, qui s'appelle le CSTB Lab, qui accueille un certain nombre de startups développant des produits et concepts innovants. Il m'en vient une à l'esprit parce que elle a un peu constitué, lorsque nous avons fait le jury, un coup de cœur de ma part. C'est la société Guylaine qui propose de réutiliser à l'intérieur des bâtiments les bouts de dragage que, vous le savez bien évidemment, jusqu'à présent, qui jusqu'à présent étaient relargués au large en mer et qui, à horizon 2024, devront être traités sur Terre. Voilà pour l'accompagnement de l'innovation. Par contre, Monsieur Bollot, nous ne sommes pas en charge de la normalisation au sein du secteur de la construction. Cette responsabilité appartient à AFNOR et il ne nous appartient pas d'élaborer les normes et les règles de l'art dans le secteur de la construction ou dans quelque secteur que ce soit. Cela est vraiment de la responsabilité d'AFNOR. C'est à cette association de prendre l'initiative et de porter de tels projets. Concernant l'économie circulaire, deuxième question qui m'a été posée, c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis un certain nombre d'années, dont nous avons clairement constaté depuis maintenant 18 à 24 mois une montée de l'intérêt de l'ensemble des acteurs de la filière de la construction. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait l'objet d'un domaine d'action stratégique de recherche du CSTB qui s'organise autour des éléments suivants. D'abord, sur le parc existant, qu'est-ce que ce parc potentiellement représente comme gisement de matières premières secondaires, que ces matières premières soient à réinsérer dans des constructions ou dans d'autres produits. Deuxième élément, comment le secteur du bâtiment peut être en capacité d'incorporer des matières premières secondaires, que celles-ci viennent du secteur du bâtiment ou viennent d'autres secteurs. Et enfin, troisième axe de travail, comment optimiser la conception des bâtiments pour faciliter leur seconde vie ou leur déconstruction. Sur le premier point, l'analyse des gisements, c'est des travaux que nous menons avec l'ADEME, qui sont bien évidemment territorialisés. Il ne s'agit pas de dire qu'on va faire plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres aux produits de déconstruction pour aller les réemployer. Concernant le deuxième axe, quels sont les produits qui peuvent être réinsérés dans le bâtiment dans une seconde vie. Nous avons tout à la fois des travaux à l'échelle des produits de construction, dans le cadre de nos activités, notamment d'évaluation et de certification. Nous travaillons avec filières industrielles pour voir comment incorporer des matières premières secondaires dans des produits de construction et quel impact cela aura sur la performance du produit, que ce soit au plan sanitaire ou en termes de durabilité. Nous commençons à avoir aussi des travaux sur le réemploi, c'est-à-dire la réutilisation en l'état ou après un très léger travail des produits issus de déconstruction, notamment pour voir comment est analysée la
salubrité de ces produits à réutiliser. Je rappelle que par rapport à l'ensemble des secteurs économiques, le secteur du bâtiment a une caractéristique, c'est que quand on construit, en tout cas en Europe, ce n'est pas nécessairement le cas dans d'autres parties du monde, on construit pour 50, voire plus de 100 ans. Ce qui veut dire que quand on déconstruit un bâtiment aujourd'hui, on récupère des produits de construction qui étaient aux standards et aux normes d'il y a 50 à 100 ans. Les règles sanitaires qui s'appliquent aujourd'hui en France et en Europe sont beaucoup plus drastiques que celles qui existaient au début du XXe siècle ou même juste après la Seconde Guerre mondiale. Il y a un vrai travail à faire pour dire, quand on réemploie un matériau de construction, une dalle de sol, un faux plafond, comment on évalue sa performance sanitaire et comment on se garantit qu'il ne va pas avoir un impact négatif sur les futurs occupants, qu'il est bien et qu'il respecte bien les règles sanitaires qui s'imposent aux constructions neuves. Troisième élément, troisième axe sur la partie déconstruction et qui fait un peu le lien avec la troisième question de Monsieur Bolo. Nous travaillons sur l'optimisation de projets de déconstruction, justement en utilisant la maquette numérique. Aujourd'hui, numériser un bâtiment coûte un peu moins de 50 centimes du mètre carré. Ce qui veut dire qu'un bâtiment de 10 000 mètres carrés, ce qui représente à peu près, en termes de logement, un bâtiment qui peut accueillir 140 logements. Sa numérisation coûtera quelques dizaines de milliers d'euros. Nous travaillons avec notamment des établissements publics fonciers pour voir comment la numérisation d'un bâtiment à démolir permet d'optimiser la déconstruction et notamment l'identification de ce qui peut être réemployé, de ce qui peut être recyclé et de ce qui devra être mis en décharge. Ces travaux sont en cours, ils devraient aboutir dans le courant de l'année 2021. Au-delà de cette utilisation du BIM pour la déconstruction, nous sommes effectivement très mobilisés sur les questions de maquette numérique, que ce soit l'utilisation de la maquette numérique à l'échelle du quartier, notamment pour avant réalisation du quartier, pouvoir simuler la performance du quartier, mais aussi pour l'utilisation de la maquette numérique pour renforcer la capacité de concertation que mènera une collectivité ou un aménageur avec les riverains. Nous intervenons aussi beaucoup sur la question de la maquette numérique à l'échelle du bâtiment pour accompagner l'ensemble de la filière sur l'appropriation de ce nouvel outil. Et notamment, nous avons été mandatés par l'État pour développer et gérer une plateforme mise à disposition des acteurs, qui s'appelle la plateforme Croquis, qui leur permet, sans coût d'entrée, de se saisir des outils numériques. Les gros sujets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, et là plus en termes de recherche que d'expertise, c'est comment la maquette numérique va permettre d'optimiser l'exploitation maintenance des bâtiments et comment, avec les outils, notamment du Link Data, on peut optimiser l'utilisation des données que génère un bâtiment pour en améliorer la performance. Philippe Bolo. Oui, merci, ça va être très rapide. Tout à l'heure, on évoquait la réutilisation de matériaux
deuxième cycle dans le bâtiment et vous disiez toutes les précautions qu'il fallait prendre. Est-ce que l'ACV, l'analyse de cycle de vie, est un outil dans sa conception actuelle qui est utilisable pour vous permettre de voir s'il est opportun ou pas d'utiliser un matériau de recyclage dans le bâtiment? Aujourd'hui, l'ACV est focalisé sur les enjeux environnementaux et notamment les enjeux carbone. Lorsque les fiches de déclaration environnementale et sanitaire des produits auront été produites de façon complète, on aura peut-être des éléments sur le sujet. Aujourd'hui, force est de constater que pour les produits qui ont une fiche de déclaration environnementale, elle est très focalisée sur la question du carbone, moins sur la question des entrants dans le produit ou dans le système, permettant de déterminer la performance du produit. Après, et je redis ce que je disais tout à l'heure, la problématique de fond du bâtiment, c'est qu'on est sur un cycle de vie des bâtiments qui se chiffre en dizaines d'années. Et bien évidemment, dans les produits qu'on déconstruit aujourd'hui, dans les immeubles qu'on déconstruit aujourd'hui, ils ont utilisé des produits et matériaux d'il y a 40, 50, 80 ans, à une époque où il n'existait pas de fiches de déclaration environnementale et où donc on est obligé, quand on déconstruit un bâtiment, d'aller, passez-moi l'expression, un peu à la pêche aux informations. Probablement que dans quelques décennies, quand on déconstruira des bâtiments qu'on est en train de construire aujourd'hui, on aura accès en partie à des informations sanitaires sur ces bâtiments. Mais je redis, c'est dans quelques dizaines d'années.